Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être connectés aussi nombreux à, à ce nouveau webinaire qui est organisé par l'Ordre des experts comptables. Nous remercions la Banque Populaire, Monsieur Revel et Monsieur Legros, de l'organisation de ce webinaire qui portera sur les fraudes bancaires et les moyens de s'en prémunir, qui est un sujet particulièrement d'actualité puisqu'on a tous soit des clients qui ont été victimes, soit même des cabinets qui ont été attaqués. Aujourd'hui, il y a pas de grosses entreprises ciblées, de petites. Tout le monde est particulièrement concerné. Donc voilà, ce séminaire aura une durée d'1 heure environ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Stéphane et Daniel verront s'ils vous Oui. y répondent au fur et à mesure ou bien si ils feront peut-être une synthèse de toutes les questions à la fin du webinaire. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne formation et puis bon webinaire. Merci, Mais, Madame Brunet. merci Madame Brunet. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Un webinaire donc qui va être consacré à un véritable fléau aujourd'hui, qui est la fraude, les fraudes bancaires et les moyens de s'en prémunir. Donc nous, on est très heureux avec Daniel de pouvoir assurer cette session. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Stéphane Revel. Je suis expert en solutions de paiement à la Banque Populaire Occitane. Donc mon métier consiste à accompagner les commerciaux en agence pour commercialiser des solutions de paiement principalement, mais aussi des solutions logicielles pour la gestion des comptes. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Daniel Legros. Dani. Merci Stéphane. Daniel, en effet, donc je suis pareil spécialiste flux et paiement à la Banque Populaire. Notre métier, hein, c'est d'aller à l'encontre de nos clients professionnels afin de leur présenter nos outils qui leur permettent de leur faciliter tout ce qui est la gestion de leur flux bancaire, mais aussi tout ce qui est des systèmes d'encaissement et de paiement pour pouvoir encaisser le chiffre d'affaires. Et c'est vrai hein, qu'au jour d'aujourd'hui, la question de la fraude bancaire et de la cybersécurité revient sur le tapis. Ce qu'on constate, hein, c'est que lors de nos rendez-vous avec les clients, toute entreprise a été au moins victime une fois d'une tentative de fraude, que ce soit par mail, par téléphone ou autre. Donc Ouais. c'est vraiment un sujet brûlant hein, qu'on aborde vraiment lors de nos entretiens. Et vous allez le voir, hein, on va vous expliquer dans un premier temps hein, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, hein, parce qu'on ne connaît peut-être pas forcément tout, et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce véritable fléau. Voilà. C'est exactement ça. On va passer à peu près 35-40 minutes ensemble. N'hésitez pas, donc, comme le disait Madame Brunet, à poser vos questions dans l'onglet questions ou l'onglet chat du webinaire et nous y répondrons. Alors, soit au fil de l'eau, donc Daniel, tu seras attentif aux différentes questions qui vont être posées parce que Je je ne vais les ai pas en surveiller ça. visu. Ouais, je te Soit dirai. on en profitera pour avoir un moment d'échange à la fin. C'est un sujet où très souvent nos clients vont avoir la parole qui se libère parce que très souvent, alors que ce soit à titre personnel, enfin à titre professionnel dans leur entreprise ou dans leur entourage, ils ont été touchés par ce type de fraude. Alors, je vais vous exposer quelques statistiques actualisées. Donc là, ça va être plutôt sur l'année 2023. On va vraiment parler des différents types de scénarios d'attaque. Quand on parle de fraude bancaire, et là en l'occurrence des fraudes aux faux ordres de virement, de quoi réellement on parle? Et on va vraiment s'arrêter sur deux types de fraudes les plus importantes aujourd'hui, qui est le premier, la fraude au président. Donc là, je vais quand même pas mal m'attarder pour vous donner un petit peu d'historique afin que vous puissiez comprendre comment ce type de fraude est monté en charge et aujourd'hui surtout avec l'avènement des nouvelles technologies, euh, comment ce type de fraude est en train de devenir de plus en plus efficace, on va dire. Et ensuite, on parlera de l'autre type de fraude qui va être la fraude. Celle-là nous fait mal aussi parce que elle est moins importante sur le montant, mais au niveau des types d'attaques, c'est de plus en plus important sur le nombre de clients impactés. Ça va être la fraude au faux, donc au changement de RIB, aux faux fournisseurs ou au changement de RIB. Il est très certainement que vous, dans votre activité, vous avez été confronté à des clients qui ont été impactés par ce type de fraude.
Et au-delà de vous expliquer les différents scénarios, les différents types de fraude, il est important qu'on puisse vous communiquer euh, quelles sont les parades que doit faire un chef d'entreprise au sein de son établissement pour mettre en place des systèmes simples pour pouvoir se prémunir contre ce type de fraude. Donc, on expliquera les différents types de solutions. Tout d'abord, des solutions assez simples à mettre en place et nous vous présenterons ensuite des solutions, on va dire, un peu plus techniques, des solutions bancaires. C'est Dany qui aura plutôt cette partie-là pour vous expliquer comment contrer le plus efficacement possible ce type de fraude. Alors, on commence par quelques statistiques. Bon, on constate bien sûr une montée en charge de ce type de fraude. Aujourd'hui, et ça on en parlait avec Madame Brunet avant l'intervention, toutes les entreprises sont impactées. On a des entreprises de toute taille, contrairement au début de ce qui se passait sur ce type de fraude. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les entreprises qui sont impactées. Le principal, c'est de pas savoir si je vais être impacté par ce type de fraude, mais c'est quand. Parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les entreprises subissent des tentatives de fraude. Donc on voit là, il y a 64% des entreprises qui ont subi au moins une tentative de fraude au virement. Beaucoup d'entreprises subissent de multiples tentatives de fraude parce que les fraudeurs, lorsqu'ils rencontrent des obstacles, ils vont utiliser d'autres moyens pour pouvoir parvenir à leur fin. Et on a beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises de grande taille, qui ont été vraiment impactées au départ. On parlera de trois phases vraiment dans ce type de fraude. D'abord les années 2010, comment elles sont apparues. On va parler de la période Covid et de la période actuelle maintenant, ce que font les fraudeurs ou comment se sont organisés les escrocs pour parvenir à leur fin et à faire des fraudes de plus en plus importantes. Alors les préjudices sont de plus en plus importants aussi. Il y a un montant moyen de fraude qui est affiché ici, mais il est beaucoup plus bas que ce qu'il est en réalité, parce que là, la statistique qui est affichée à l'écran comporte toutes les fraudes liées également aux moyens de paiement, donc les fraudes à la carte bancaire. Il faut savoir que pour les deux types de fraudes dont on va parler aujourd'hui, on est vraiment sur des montants beaucoup plus élevés. Lorsque les fraudeurs arrivent à faire sortir de la trésorerie de l'entreprise, on est vraiment sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et vous allez voir avec les exemples que je vais vous donner, le montant global des préjudices qui peut être important. Une perte sèche de trésorerie, la trésorerie c'est le sang de l'entreprise, va avoir des impacts très importants sur la société. On a des dépôts de bilan, on a des problèmes au niveau des employés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très impactant. On a une perte sèche de la trésorerie de l'entreprise. Alors, les fraudes dont on va parler, donc il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter vraiment sur deux grosses types de fraudes qui nous impactent aujourd'hui. Alors d'abord, je vais m'arrêter pas mal sur la fraude au président. Qu'est-ce que c'est et comment elle s'est transformée avec le type des années. Et on parlera aussi d'une fraude assez importante aujourd'hui qui est la fraude au changement de RIB. Alors, on va commencer par la fraude au président. Alors, la fraude au président, vous en avez très certainement entendu parler parce que lorsqu'une entreprise est impactée, ça fait souvent la une des journaux spécialisés. En tout cas, à chaque fois que je vais citer des noms d'entreprises, dans mes exemples, c'est lorsque les cas ont été révélés dans la presse et ils ont été rendus publics. Il faut savoir que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des montants globaux de type de fraude parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne communiquent pas, n'osent pas communiquer lorsqu'elles ont été impactées par ce type de fraude. Et c'est ce qui rend le process difficile donc à quantifier et aussi pour les autorités à déjouer les escrocs lorsque l'entreprise ne communique pas pour des raisons d'image, pour des raisons voilà, tout un tas d'images de questions. Parfois, l'entreprise ne souhaite pas communiquer. Alors, de quoi parle-t-on précisément? Donc, on va commencer par la fraude au président. Alors, la fraude au président, le scénario classique, vous avez un escroc qui appelle un salarié d'une entreprise et il se fait passer pour le PDG ou le dirigeant de l'entreprise. Parfois, la demande, elle se passe par mail. Alors, il est tout le temps demandé l'exécution immédiate d'un virement.
le montant va être très important et c'est souvent sur un compte situé à l'étranger. Alors les motifs va être confidentiels et la demande extrêmement urgente. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors ça paraît gros aujourd'hui, mais enfin ça paraît gros hein, quand on en parle comme ça, mais il faut savoir que ces escrocs ont des dons de communication et arrivent assez facilement à faire piller en quelques minutes une personne, on va dire normale entre guillemets, qui va arriver à faire sortir de l'entreprise des montants importants de fonds. La fraude au président, elle a commencé à faire ses premières victimes dans les années 2010. Alors il y a un pionnier qui est de ce type de fraude et qui est un franco-israélien qui s'appelle Gilbert Chikli. Alors il a commencé lui en appelant, c'est les banques qui ont été touchées dans un premier temps, donc des agences bancaires. C'était en 2005. Donc cet escroc appelait les banques pour, pour arriver à, en se faisant passer, il se faisait passer pour un agent des services secrets et qui devait coopérer sur une enquête confidentielle par rapport à un blanchiment de capitaux. Et vous avez une employée dans cette banque qui a sorti énormément d'argent liquide et qui a livré cet argent-là à l'extérieur. Donc c'était vraiment pas pour l'instant une fraude au virement. Il faut savoir que ça a d'abord commencé par des pertes d'argent liquide par tout un tas d'agences bancaires. Donc ça, c'était dans les années 2010. Donc cet homme a été arrêté et a fait une peine de prison et il est parti aujourd'hui donc en Israël. Enfin aujourd'hui, maintenant, il est en prison. Et il a commencé à organiser un type de fraude, donc qui est la fraude au président. Alors au départ, ce sont vraiment les grosses entreprises qui étaient touchées. Hein. Ça va être les grosses entreprises donc du CAC 40. On a les premiers exemples qui ont été. J'ai noté un certain nombre de choses parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises. Donc en 2012, donc KPMG qui a eu un préjudice de 7,6 millions d'euros. Alors là, le scénario d'attaque, il était la personne a directement contacté le comptable. Elle a eu un appel téléphonique. L'interlocuteur se faisait passer pour le président du directoire de KPMG. Et il fallait réaliser donc une opération nécessaire pour un rachat de sociétés qui étaient situées à l'étranger. Alors, il y avait d'abord 250 000 euros qui sont partis de ces sociétés-là, et ensuite, s'en sont suivis environ 8 virements de 900 000 euros chacun, c'est que le préjudice total est de 7,6 millions d'euros. Donc ça, c'était pour KPMG. Ensuite, on a d'autres exemples. Donc, on est toujours dans les grosses entreprises. Donc, en 2013, Valourec, un fleuron du CAC 40, qui a eu une perte de 23 millions d'euros, soi-disant toujours pareil là pour l'acquisition d'une société à l'étranger. On a eu en 2014 Michelin qui s'est fait dérober 1,6 million d'euros. Donc ça, c'était vraiment les prémices de la fraude au président, avec des premiers scénarios d'attaque, avec des escrocs qui étaient assez peu organisés finalement, qui n'avaient pas énormément de moyens techniques, mais qui avaient en tout cas un bagou extraordinaire avec des scénarios de plus en plus rodés et des attaques de plus en plus avérées, mais d'abord sur les grandes entreprises. Ensuite, on a constaté, on a eu la période Covid. Alors, la période Covid, là, il faut savoir que les fraudeurs, ils ont profité des moments de faiblesse dans l'entreprise, à un moment où les processus de paiement ont été perturbés, on va dire. Il y a eu un recours massif au télétravail, on a des process habituels qui se sont un peu déréglés. Et là, les fraudeurs ont profité que les sociétés étaient désorganisées pour augmenter, pour monter en charge sur ce type de fraude, multiplier les fraudes et arriver à leur fin. Ils ont commencé à descendre dans le type d'entreprise. On est descendu vraiment dans des entreprises de moyenne taille et dans des TPE, dans des PME. Et ils ont commencé à s'équiper en matériel technique qui ont permis de passer un certain nombre d'appels plus importants et à chaque fois d'arriver à faire de plus en plus de fraudes. Il faut savoir que les escrocs se sont également professionnalisés, on va dire. Ils se sont vraiment organisés en société criminelle où vous avez d'abord les brouteurs, c'est-à-dire les personnes qui sont censées se renseigner sur l'entreprise. Alors, il est extrêmement facile aujourd'hui d'avoir des informations pertinentes sur une entreprise, ne serait-ce que sur le moteur de recherche Google. Vous tapez le nom d'une entreprise et vous arrivez à avoir des organigrammes,
des noms de comptables, des rapports de stage qui vont faire sortir une certaine organisation de l'entreprise, mais aussi le site web de l'entreprise. Sur le site web de l'entreprise, vous avez des coordonnées des fournisseurs, de certains clients, ce qui permet à ces premières personnes de ces sociétés donc de se renseigner et de peaufiner des scénarios, en tout cas d'avoir un maximum de sources sur l'entreprise. Les fraudeurs utilisent également les réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne protègent pas assez leur communication sur les réseaux sociaux, notamment au niveau des salariés. Vous avez des salariés qui vont lâcher des informations qui vont être utilisées par le fraudeur ensuite pour peaufiner un scénario d'attaque de plus en plus parfait, en tout cas. Donc, des personnes qui sont censées se renseigner sur l'entreprise. Vous avez ensuite de véritables commerciaux, comme on disait tout à l'heure. Ce sont les personnes qui appellent les entreprises, qui réalisent les scénarios et qui vont par soit l'intimidation, soit en brossant dans le sens du poil, se servir des éléments qui ont été récoltés en amont pour peaufiner le scénario d'attaque parfait et pour réussir à avoir, en tout cas, à réaliser la fraude. Ce qu'on constate aussi sur ce type de fraude, sur la fraude au président, c'est la troisième période, la période post-Covid. Là, on a des records. Alors, on parle de ce type de fraude depuis des années et on a des records en France en montant sur les fraudes, sur la fraude au président. Le record français, il est en 2023. Il est chez un promoteur immobilier parisien. C'est 38 millions d'euros. 38 millions d'euros donc de fraude qui ont été réalisées sur ce promoteur. Le comptable de ce promoteur reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui se fait passer pour un avocat d'un grand cabinet. L'escroc, il prétexte une opération confidentielle, toujours pareil, via le rachat de société. De faux emails sont envoyés en parallèle à l'entreprise pour conforter la véracité donc de cette opération. Et derrière, vous avez toutes ces sommes qui partent. Il faut savoir que ces escrocs ont au même moment tapé un grand cabinet d'expertise comptable. Donc, faites attention, redoublez de vigilance parce qu'il semblerait que votre profession soit une proie privilégiée, on va dire, pour ce type de fraude, avec à la clé là aussi plusieurs millions d'euros qui sont partis. Et vous avez au même moment une entreprise dans la métallurgie dans l'est de la France qui a perdu 300 000 euros. Alors nous, on est assez inquiet sur ce type de fraude parce que il y a plusieurs facteurs. D'abord, on a les escrocs qui sont en train de s'équiper, d'utiliser toutes les nouvelles technologies pour arriver à peaufiner des scénarios et des scénarios d'attaque de plus en plus euh, efficaces. Les escrocs vont utiliser des solutions, notamment de deepfake. Alors le deepfake, c'est lorsqu'on arrive à imiter la voix et la vidéo d'une personne. Donc, il suffit de prendre quelques minutes de vidéo d'un président, par exemple, sur YouTube, ou alors un enregistrement audio. Via ces outils d'intelligence artificielle, on arrive à créer de véritables films. Le comptable a l'impression de parler avec le dirigeant de la société et voilà. Et avec ces outils modernes, ils arrivent à peaufiner encore mieux leur scénario. Mais on a aussi des outils beaucoup plus simples, notamment l'utilisation aujourd'hui de ChatGPT. Alors ChatGPT, donc c'est un agent conversationnel qui va permettre à des escrocs, même peu équipés, de rédiger des emails de phishing qui vont être extrêmement bien réalisés. Donc on est vraiment sur des choses qui aujourd'hui deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Donc on a ça qui nous inquiète et on a aussi l'arrivée des virements instantanés. Alors le virement instantané, c'est un virement qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et avec l'instantanéité de ces virements, c'est plus difficile que sur un virement SEPA d'aller récupérer les fonds parce que l'argent il est parti en quelques secondes et souvent les fonds transitent sur des sociétés fantômes, des sociétés qui ont été ouvertes. Alors avant en plus ces sociétés étaient ouvertes directement à l'étranger. Aujourd'hui on constate que les escrocs ouvrent des, des, des fausses entreprises, ne serait-ce qu'en France ou dans des pays limitrophes avec lesquels peut-être l'entreprise a l'habitude de réaliser, de faire du commerce. Donc on a ça, hein, on a ces deux types d'événements qui nous rendent un peu inquiets sur sur l'avenir de ce type de fraude.
Donc ça, c'était la fraude aux dirigeants. C'est vrai que elle est spectaculaire, mais c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, il y a une prise de conscience et il y a beaucoup, beaucoup quand même de fraudes qui sont évitées parce qu'on sait ce que c'est que la fraude aux dirigeants. Ce qui nous inquiète beaucoup aussi, et de plus en plus, c'est ce qu'on voit, c'est la fraude au changement de RIB. La fraude au changement de RIB, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sournois parce que le temps est beaucoup plus long et l'entreprise ne se rend pas forcément compte que des fonds ont été dérobés ou en tout cas pas dérobés, mais en tout cas sont partis sur le mauvais fournisseur. Alors concrètement, vous savez très certainement ce que c'est, mais je vais le rappeler. La fraude au changement de RIB, c'est tout simplement le comptable dans la société reçoit. Alors il y a même pas d'interaction parfois de visu ou d'appel téléphonique, hein. On reçoit un email, on reçoit voilà, souvent un email dans lequel vous avez le fournisseur de l'entreprise avec un logo bien imité, souvent un changement de domaine, juste une lettre qui change au niveau du domaine de l'email. Voilà. Euh, donc cet email est très simple, c'est voilà, à partir d'aujourd'hui, mes coordonnées bancaires aujourd'hui ont changé. À partir d'aujourd'hui, et pour toute facture à l'avenir, veuillez me régler les fonds sur ce nouveau RIB ou sur ce nouvel IBAN. Donc là, c'est quand même assez sournois parce que si l'entreprise ne se méfie pas, et on le verra tout à l'heure sur les comment dirais-je, sur les bonnes pratiques à avoir, le RIB est changé, on s'aperçoit de rien. Au bout de 2 mois, vous avez le vrai fournisseur qui vous appelle en vous disant, mais voilà, où c'est qu'on en est sur le paiement des factures? Et là, mais non, non, je vous ai déjà réglé euh, donc en temps et en heure, mais non, en fait, là, il y a vraiment eu une fraude. Donc là, c'est plus compliqué parce que le temps est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui impacte. Alors les sommes, certes, sont moins importantes que la fraude aux dirigeants. Par contre, ça impacte beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Nous, on a des exemples toutes les semaines sur des entreprises qui se sont fait avoir. Et je vous l'ai dit, comme le temps était long, c'était un peu plus difficile d'aller récupérer les fonds. Pour ajouter quelque chose à ce que tu disais Stéphane là, pour le changement de RIB, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, pas une entreprise a été victime au moins d'une tentative hein, avec un email frauduleux. Attention parce que ça impacte ouais, les entreprises avec, en se faisant passer pour le fournisseur, mais maintenant ça commence à impacter les particuliers aussi. Des salariés hein, ont été usurpés, c'est-à-dire que l'escroc se fait passer pour le salarié et l'envoie au service RH pour verser la Ouais, paye pour la paye. sur un Ouais. nouveau RIB. Mm. On voit ça aussi pas mal. On a entendu parler aussi chez les notaires hein, qui font des transactions avec les particuliers. Donc ça, c'est vraiment un véritable fléau. Mais on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ce genre de choses. Donc là, on a Merci parlé. Daniel. Oui, vas-y, vas-y. Je vais reprendre sur la Ouais. cybercriminalité. Alors, avec Daniel, on n'est pas des spécialistes de la cybercriminalité, mais c'est juste pour vous mettre à l'écran deux, deux choses qui impactent aussi, qui font aussi la presse pas mal, qui vont impacter les entreprises. Ça va être donc le blocage de l'ensemble du système d'information de l'entreprise via donc les rançongiciels, hein, les ransomware. Ça, c'est des choses qui vont aussi impacter pas mal d'entreprises. Et ce qui nous concerne peut-être un peu plus dans le type ou dans les scénarios de fraude au virement, ça va être tout ce qui est enregistreur de frappe, keylogger. Là, vous avez un logiciel qui s'immisce dans l'entreprise, souvent parce que l'employé a cliqué sur la pièce jointe d'un email. Et donc, vous avez un logiciel qui dort sur les postes et qui va enregistrer tout ce qui est frappé au clavier. Et là, les escrocs vont s'en servir pour pouvoir utiliser les codes des clés pour faire sortir les virements. Donc ça, c'est deux choses qui existent. C'est pour ça qu'il y a un petit conseil ici, c'est veiller toujours à retirer le token du port USB de l'ordinateur. Voilà, ça c'est le phishing. Alors le phishing, bon, je vais pas en faire une séquence aujourd'hui parce qu'on va s'attarder sur les moyens de se prémunir sur le type de fraude, mais sachez que les escrocs utilisent bien sûr le phishing, c'est souvent l'apport d'entrée. L'apport d'entrée dans l'entreprise, on clique sur la pièce jointe d'un email et là, souvent, alors on va pas forcément bloquer des postes, mais on va utiliser toutes les informations qui sont disponibles sur le réseau pour pouvoir ensuite alimenter les scénarios d'attaque concernant le type de fraude. Daniel, tu nous parles des parades et des bons réflexes Oui, en sur effet. ce type Donc de on fraude? a vu. Merci Stéphane. On a vu hein, que il y a vraiment deux types de fraude. Tout ce qui est la manipulation de l'humain.
mais aussi tout ce qui est de l'ordre technique, hein, avec les intrusions par la boîte mail, les ransomware, tout ça. Donc, il y a vraiment deux choses importantes, hein. C'est déjà, d'être bien prémuni techniquement avec des antivirus, des anti-spam, ce genre de choses pour éviter toute intrusion. Et pour l'humain, ben, c'est simple, hein. De toute façon, ce qu'il va falloir, c'est surtout dire que ce type de fraude existe, hein, parce que les personnes touchant les comptes ne sont pas forcément au fait, hein, de tout ce qui se passe. Leur expliquer, sensibiliser, mais aussi expliquer quelles sont les bonnes parades, quelle attitude, hein, je dois avoir quand ça peut arriver. Attention, hein, le but des escrocs, on l'a vu surtout dans la fraude au président, au faux virement, c'est d'isoler la personne, de lui mettre la pression ou de lui dire que c'est une opération confidentielle, qu'on compte sur elle, que c'était vraiment important, que la survie de l'entreprise est peut-être en jeu. Voilà. Donc il faut vraiment sensibiliser, il faut qu'il y ait une part de la part du gérant de l'entreprise qui sensibilise ses collaborateurs sur les fraudes qui existent et qu'est-ce que je fais, surtout ne pas rester isolé, communiquer et les bons réflexes. Alors, Alors, souvent, oui, vas-y Stéphane, pardon. Alors, sensibiliser les collaborateurs, c'est assez simple finalement, hein. C'est des réunions périodiques avec l'ensemble du personnel qui est censé avoir les clés pour pouvoir sortir les fonds, expliquer les différents types de scénarios. On peut télécharger sur le site donc cybermalveillance.gouv.fr deux fiches qui sont très très bien réalisées, donc qui expliquent les scénarios et qui expliquent comment les entreprises doivent communiquer enfin, à l'intérieur. Auprès de leurs salariés sur ce type de fraude. Voilà, pensez aux nouveaux entrants, mais aussi penser à faire des piqûres de rappel aux personnes qui sont peut-être un peu plus aguerries parce que les techniques changent et les scénarios avancent. Voilà, Daniel, ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on le voit dans le slide, dans un cas sur deux, ce qui a permis de déjouer la fraude, c'est l'humain, hein, c'est l'initiative humaine, c'est la réaction. Donc voilà, ne pas hésiter à communiquer et à mettre à jour, hein, parce que, comme le dit Stéphane, les fraudeurs s'adaptent. Hein, vous savez, dès qu'on arrive à contrer nos fraudes, s'ils peuvent pas rentrer par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Les dispositifs techniques, et aussi voilà des procédures de contrôle interne. Quand je parle de sensibiliser, c'est aussi voilà mettre en place des procédures derrière, dire ben voilà, si ça arrive, si quelqu'un t'appelle, te demande ça, qu'est-ce que tu fais? Surtout tu le fais pas, donc Ouais. tu en parles à telle personne, tu envoies un mail de confirmation. Voilà, va avoir vraiment des procédures de contrôle interne bien prédéfinies et mises à jour pour que tout soit formalisé, pour que chaque personne ne soit pas démunie si un jour elle se retrouve seule face à ce tentative d'extorsion. Ouais, c'est ça, mettre en place une procédure interne sur qui a le droit de faire quoi. Préciser que jamais on ne demandera un virement en urgence. Alors, c'est souvent le vendredi après-midi lorsque les banques peuvent être fermées ou en tout cas il y a des scénarios qui sont bien construits comme cela. Euh, Comment je m'organise dans l'entreprise? Alors, il y a des systèmes de double signature aussi, on pourra en parler tout à l'heure, mais voilà. Mmh. Qu'est-ce que je fais lorsque il y a comment sont organisés les virements dans l'entreprise? Moi, j'ai un conseil supplémentaire à rajouter, c'est maîtriser la communication. Il faut que l'entreprise elle puisse faire attention à ce qu'elle, aux informations qu'elle lâche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de supports, pour éviter que les escrocs puissent s'alimenter de toutes ces informations-là. Donc, Daniel, tu l'as dit, des réunions périodiques sur comment est organisé ou comment on va s'organiser ou certains schémas délégataires dans l'entreprise. Et surtout, ça, on a eu une réunion avec la SRPJ lors d'un salon, c'est signaler toutes les fraudes, même les tentatives, donc au service de police. Parce que eux, derrière, donc il y a des services spécialisés anti-fraude qui font du recoupement d'informations. Et lorsque l'entreprise porte plainte ou déclare l'incident, ils arrivent à recouper à essayer de retrouver en tout cas la trace des escrocs. Euh, voilà, ça les aide vraiment de déclarer l'incident et de porter plainte lorsqu'il y a eu même des tentatives de fraude. Mmh. Merci Stéphane. On enchaîne. Ouais, Donc, les parades des bons réflexes. Est-ce que vous avez les bons réflexes? Alors, on l'a vu, hein, les escrocs utilisent deux moyens d'entrer dans l'entreprise, c'est soit la messagerie, soit l'humain.
Première chose, donc la messagerie, c'est les emails. Les emails. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur une touche et qui envoie des emails un par un. Ils sont vraiment bien organisés. C'est des robots qui envoient des spams automatiques dans toutes les adresses messagerie qu'ils ont pu récupérer sur Internet. Ouais. Donc vraiment très prudent. Vous avez beau avoir des antivirus, des anti-spam, quoi que ce soit, un mail peut toujours arriver. Donc surtout, que vos collaborateurs soient très prudents aux pièces jointes qu'ils ouvrent, parce que c'est la pièce jointe qui derrière, lorsqu'on l'ouvre, va installer à l'insu de la personne un petit programme et qui va faire en sorte que derrière, l'escroc va s'introduire dans le système d'information de l'entreprise et va pouvoir se faire plaisir. C'est quoi? Tout simplement aller prendre en otage les données qui sont stockées sur le serveur et demander des rançons derrière. Donc attention déjà tout ce qui a pièces jointes et liens par rapport à ça, sensibiliser, hein, toujours pareil, mais on va voir aussi qu'il existe des solutions techniques Mm. pour éviter aux collaborateurs de cliquer sur n'importe quoi. Il y a des entreprises qui font aussi pour la sensibilisation, qui font des tests, hein, c'est-à-dire Ouais, qu'en interne, je crois qu'on en parle ils tout à envoient l'heure, des, hein. voilà, ouais, on en parlera tout à l'heure, autant pour moi. Ouais, ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ai-je une procédure d'envoi de virement et séparation des rôles? Voilà. Moi, je pense que pour toute opération sortante, alors quand je parle d'opération sortante qui va débiter les comptes, il faut que ceci soit bien clair, soit bien inscrit dans le marbre. Il faut savoir qui a le droit de faire ça. Et l'idéal, c'est le principe du deuxième œil. C'est-à-dire que la personne qui fait l'opération n'est pas la personne qui valide. Attention, je dis bien dans l'idéal, ça dépend de la taille et de la structure de l'entreprise. Mais en effet, quand il y a un double regard, c'est toujours intéressant. Ça permet, si on a la tête, le nez dans le guidon, on fait les opérations, on ne se rend pas compte qu'on envoie de l'argent vers une mauvaise personne ou vers quelqu'un qui m'a fraudé. Si derrière il y a quelqu'un, une autre personne qui valide et qui contrôle ce genre d'opération, ça permet d'avoir un double regard et d'éviter déjà une tentative de fraude. Oui, ça permet à la personne de ne pas rester seule en fait, parce qu'on constate que les escrocs vont isoler la personne et sous couvert de confidentialité ou d'urgence vont lui demander de réaliser le virement. Avec la mise en place de ce deuxième œil, effectivement, là, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir parer, hein, à ce type de fraude. Peut-être tu peux remettre le slide, Stéphane, s'il te plaît. Ensuite, on parlait de fraude à l'IBAN, hein, donc fraude au changement de RIB. Donc là, c'est très simple, hein. Lorsque vous recevez un email avec un changement de RIB, ce que j'explique à tout client, le principe, hein, le réflexe à avoir, c'est avant de changer le RIB et d'envoyer les fonds, je fais un contre-appel. J'appelle mon fournisseur qui est censé m'avoir envoyé ce mail et je l'appelle pas avec le numéro qu'on me met dans le mail parce qu'ils peuvent forcément pirater les boîtes mail. Je l'appelle avec le numéro que j'ai dans ma base de données. Voilà. Et ça va être un réflexe obligatoire pour éviter ce genre de fraude. Parce que comme je disais, c'est un véritable fléau. Idem si c'est un salarié, si c'est un particulier, quoi que ce soit. Ne jamais changer un RIB sans être sûr de l'origine de la demande. Bien Après, il y a respecter des les outils qui procédures. permettent d'avoir. Oui, Ouais. oui, oui, je t'en Ouais, il prie. y a des outils maintenant. Alors oui, en effet, la solution c'est du comportemental par rapport à ça. Et on va voir dans un second temps tout à l'heure qu'il existe des solutions techniques pour se prémunir de ça maintenant. Ouais. Bien respecter les procédures, même qu'en cas d'exceptionnel, d'urgence. Les escrocs jouent beaucoup là-dessus, forcément sur l'aspect important de l'opération, sur l'aspect urgent, sur l'aspect confidentiel. Même dans ce genre de cas, il faut que la personne qui touche les comptes respecte les procédures, ou alors il faut que l'entreprise ait mis en place une procédure exceptionnelle en cas exceptionnel. Ensuite, on est sur de la technique, sur le système d'information, donc bien régulièrement faire de sauvegarde de la base de données, avoir un antivirus qui est mis en place et qui est à jour. Être très prudent aussi sur la communication. Donc, il faut que les collaborateurs ne communiquent pas sur l'organisation de l'entreprise et sur les procédures internes, c'est très important. Tu vois Voilà affiché pour à les l'écran parades et là bons le réflexes. contrôle d'IBAN et la liste pays, Ah, faut Dani? que tu peux remonter. Non, ouais, mais remonte avant, s'il te plaît. Ok. Tu avais un slide d'avance. Merci. Donc voilà, ça c'était les parades des bons réflexes. Maintenant, on va parler de solutions bancaires. Parce que nous, banques, vous en doutez, on met à disposition de nos clients tous les outils sécurisés pour éviter ce tentative de fraude.
première chose, on met à disposition des plateformes de gestion de flux qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire un cloud. Bon, ça peut paraître banal, mais quel est l'intérêt de cet outil? C'est que avant, on mettait à disposition de nos clients des logiciels, c'est-à-dire qu'il y avait un logiciel qui était installé sur le serveur de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'était l'entreprise elle-même qui était garante, hein, de la non-fuite de ces données, de la sécurité de ces données. Hein. Quand c'est installé sur un serveur, ben, toute la base de données est installée en local chez l'entreprise, donc le client, hein, l'entreprise doit faire ce qu'il faut ben, pour gérer toutes ces données, mais aussi pour les protéger. Voilà. Et s'il ne le fait pas forcément, ben, il peut être d'intrusion dans le système d'information s'il n'a pas sécurisé, s'il n'a pas fait le nécessaire. Et là, les escrocs, ils se régalent. Donc l'avantage d'un mode SaaS, d'avoir ça sur un cloud, c'est que ce n'est plus la responsabilité, hein, de l'entreprise de notre client. Tout est stocké sur des serveurs hyper sécurisés. Parce que sécuriser ces données pour l'entreprise, c'est du temps et c'est un coût aussi. Autre avantage, vous devez sûrement connaître ça, beaucoup de nos clients travaillent sur des protocoles de télétransmission bancaire sécurisés. Alors là, je parle un peu technique, hein. Vous savez qu'un professionnel peut travailler sur le canal internet quand il est sur le site internet de la banque, mais on vend des solutions. Alors on met à disposition des clients des solutions sécurisées, donc des logiciels de télétransmission bancaire. Le nôtre s'appelle Turbo, suite entreprise, si vous connaissez, mais qui travaillent sur des protocoles sécurisés IBIX. Qu'est-ce que c'est là? On est sur de l'échange de données informatisées, c'est-à-dire que ce protocole est beaucoup plus sécurisé qu'un canal internet, dans la mesure où toute opération sortante se fait, doit être obligatoirement signée par un certificat numérique qui est une clé USB, hein, une clé cryptée. Et voilà. Et donc ça veut dire que il n'y a rien de plus sécurisé que la clé cryptée qui est nominative. Donc concrètement, on sait qui a fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'elle a signé. C'est grâce à cette clé, on met les droits qu'on veut. Et donc cette signature physique est indispensable pour l'envoi de n'importe quel flux bancaire. Donc un logiciel en mode SaaS, un protocole sécurisé avec une signature physique, l'authentification, l'accès à l'outil, très important. Sur un site internet bancaire classique, je me connecte comment? Avec un user, un mot de passe. C'est-à-dire que techniquement, si quelqu'un regarde ce que j'ai tapé, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour se connecter sur mon espace bancaire. Voilà, les outils de télétransmission bancaire qu'on propose, la connexion, rien que la connexion à l'outil se fait déjà via la clé cryptée. Donc, c'est-à-dire qu'un escroc, pour se connecter, il faut qu'il soit en possession de la clé, il faut qu'il connaisse le code, il faut que la clé soit installée sur le poste, hein, parce qu'il y a des petits logiciels qu'on appelle les drivers d'outils qui permettent de reconnaître la clé, et il faut qu'il sache sur quelle solution se connecter, voilà, parce qu'il ne connaît pas forcément. Donc voilà, donc toutes ces petites barrières mis bout à bout font que voilà, c'est déjà compliqué pour quelqu'un de se connecter sur l'outil. Et donc après, pareil, hein, pour valider les flux bancaires, il faut qu'il ait toujours cette clé. Et vous allez voir qu'on a d'autres outils, d'autres étapes qu'on met en place au-delà de la signature physique avec la clé pour sécuriser encore plus. Déjà, on peut mettre des mails de notification sur les opérations sensibles. Ouais, sur un changement de RIB par exemple. Par exemple, donc Ouais, tout est tracé, hein. On voit qui s'est connecté, on voit si quelqu'un de pas habituel s'est connecté, on peut le voir. On peut voir qui a préparé des virements, qui les a signés, mais surtout, tu disais Stéphane à juste titre, sur la création de bénéficiaires. Vraiment, j'insiste bien sur les ah ouais, bénéficiaires, c'est là. parce que c'est Vu le que c'est la porte de changement de RIB, hein. sortie, vu que c'est la porte de sortie, c'est le maillon faible. Enfin, c'est ce qui permet d'être contrôlé, quoi. La création de bénéficiaires, voilà, la fraude qui tourne, c'est la fraude aux faux fournisseurs, hein, aux faux RIB. Donc ça passe forcément soit par la manipulation, soit par la création de bénéficiaires. Donc soit on peut bloquer, hein, la fonction de création de bénéficiaires à vos collaborateurs, que si vous souhaitez l'avoir, si le chef d'entreprise veut l'avoir dans sa main, voilà, soit on peut être notifié, ou toute modification d'habilitation sur l'outil, quoi que ce soit. Donc ensuite, on le voit à l'écran, contrôlez systématiquement vos nouveaux IBAN. Donc en effet, hein, les flux seront bloqués tant qu'une personne habilitée n'aura pas activé le nouveau IBAN. Donc lorsqu'on crée un nouveau bénéficiaire, hein, dans une plateforme bancaire de telle, ça demande aussi une activation du bénéficiaire. Donc on peut très bien scinder le processus en deux, hein. C'est-à-dire je laisse la création de mon bénéficiaire à mon collaborateur, mais moi, chef d'entreprise, c'est moi qui le valide, c'est moi qui l'active pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui se crée son propre RIB ou quoi que ce soit. Et ensuite,
La On liste pays, bloque ouais. voilà, pour limiter la fraude, on bloque les pays vers lesquels on peut faire des virements. Ce qu'on constate forcément, hein, c'est que lorsqu'il y a, que ce soit dans le type de fraude dont a évoqué Stéphane tout à l'heure, hein, de la fraude au faux virement, ou aussi dans la fraude au changement de RIB, souvent les flux partent vers l'étranger, hein, parce que forcément les fonds sont plus difficiles à récupérer. Donc en fait, ce qu'on dit, on prend les habitudes, on demande à notre client, on prend les habitudes de savoir vers quel virement vous avez l'habitude, vers quel pays vous avez l'habitude d'effectuer vos opérations bancaires. Et on va lui donner la possibilité, hein, dans notre outil, de faire des virements que vers ces pays-là. Ça évite toute tentative de virement vers un pays Mm. inhabituel. Et si un jour notre client est amené à faire un virement vers un nouveau pays, il nous le dit. Et c'est nous, banques, qui lui ouvrons ce pays pour sa sécurité. Alors, je vois quelques questions. Ça vous dérange pas, on l'abordera, on y répondra à la fin. Les solutions bancaires, hein, on continue. Voilà, donc des alertes. Bon, ça on a déjà parlé, les systèmes Ouais, d'alerte. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi une application qui permet de valider les opérations qui ont été faites. Alors attention, que je sois très clair. Je le disais tout à l'heure, les flux bancaires sont envoyés avec une clé cryptée physique. D'accord? L'application bancaire ne remplace pas la clé cryptée physique. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate souvent, c'est que le chef d'entreprise veut être au fait de tout ce qui sort de l'entreprise. Voilà, mais il ne veut pas forcément s'embêter à réaliser les opérations. Donc c'est possible. Hein. Comment ça se passe en général? C'est la personne de la comptabilité qui fait les opérations, qui les signe avec la clé. Au lieu que les virements passent, nous on les bloque. Et donc le chef d'entreprise reçoit une alerte sur son application mobile, voit le détail, hein, ouais. des virements qui ont été initiés. Il Il peut même avoir accès à un document PDF. Hein, la personne qui a créé l'opération peut mettre Facture? un document PDF, une facture pour Ouais. justifier économiquement de l'opération. Donc comme ça, il est sûr que tout va bien. Et en gros, donc c'est le chef d'entreprise à partir de son application mobile qui peut, qui valide en appuyant sur un bouton. Il a deux boutons valider ou refuser pour être sûr que l'opération est justifiée, que ça pas, et qu'il ne s'agit pas Ouais. d'une fraude au président, une fraude au faux virement. Bon, après, tout est Donc là, paramétrable, hein, parce que si tu veux pas déranger, entre guillemets, le chef d'entreprise pour un virement de 1 euro, tu peux dire que tout que les virements supérieurs à 10 000 euros, par exemple. Tout dépend de en l'entreprise, effet, en fait. tu Ouais. vois, voilà, ça c'est un choix. Hein, donc en effet, mais l'avantage c'est que le chef d'entreprise en mobilité, n'importe où il soit. Donc, il a toujours un œil sur tout ce qui sort et c'est lui qui donne le go, pas via la validation mobile. Et cette application mobile, hein, cette simple validation mobile, a réussi, hein, à contrer la fraude au faux virement qui était un véritable fléau à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on en voit un peu moins et que forcément, les escrocs sont adaptés, sont plus partis sur la fraude au changement de RIB. Ouais. Le CEPAMEL Diamant, justement, bonne transition. Là, c'est plutôt pour le changement d'IBAN. Donc, je le disais tout à l'heure, ce que je dis à tous les clients, c'est du comportemental contre appel. Donc, dans notre outil suite entreprise, dans notre plateforme bancaire qu'utilisent nos clients, on a développé, et c'était très demandé, un outil qui permet, qui est une alternative au contre-appel en fait. Voilà, une alternative au contre-appel. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler mon fournisseur, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire une demande informatique auprès de la banque du RIB qu'on m'envoie. Je n'importe quoi, si c'est un RIB caisse d'épargne, et je vais aller demander à la caisse d'épargne en mettant le RIB que j'ai reçu et le sirène de l'entreprise, si c'est une entreprise, pour leur demander si ce RIB correspond bien à cette entreprise. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Et si c'est un particulier, même principe, hein, je dois envoyer à la banque donc le nom, le prénom, la date de naissance de la personne et je mets le RIB qu'on m'envoie. Et donc la banque va me répondre instantanément en me disant oui, ça correspond bien, non, ça correspond pas. Donc voilà, maintenant, il existe, hein, des moyens techniques vraiment pour se prémunir de ces fraudes au faux virement, aux faux fournisseurs. Et donc voilà, de se passer du contre-appel. Hein, la personne n'est peut-être pas toujours joignable ou quoi que ce soit. Donc voilà. Hop. Made in Black, tu vas en parler? C'est sur la protection Ouais. des postes de travail, ouais? Ok. Donc là, ouais, Mail in Black, vous devez connaître. C'est vrai que voilà, on vous en parle parce que nous, on a un partenariat avec Mail in Black. Donc là, on est vraiment sur de l'anti-spamming. Donc Mail in Black, c'est pour sécuriser sa messagerie bancaire. En gros, si vous disposez de Mail in Black, moi, que je vous envoie un mail, eh bien, je vais recevoir un mail en retour
sur lequel je dois répondre à une question ou recopier un texte pour être sûr, parce que justement je suis pas un bot, j'envoie pas, je suis pas un robot qui envoie des spams pour essayer de m'introduire dans votre système d'information. Je suis voilà, je suis un humain tout simplement et je vous connais. Donc anti-spamming, pour moi, voilà, je C'est la pense porte que d'entrée, le spam, l'email, c'est souvent la porte d'entrée, donc protéger ces solutions de messagerie, ça peut avoir du sens, effectivement. voilà, moi je pense que toute entreprise devait avoir. Attention Stéphane, Oui, t'as pardon. changé de slide. Toute entreprise devrait avoir une protection, hein, peut-être pas forcément celle-là, mais doit avoir au moins une protection de sa Il y a messagerie qui est d'autres aussi. vraiment la porte d'entrée. Voilà. Pour l'humain, il y a la formation, il y a vraiment la sensibilisation. Pour la messagerie, c'est, je pense que de nos jours, ça devient indispensable. Donc il y a ça, hein, protéger sa messagerie via de l'anti-spamming. Mais aussi, ça propose des simulations de cyberattaques, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, Mm. avec des campagnes de ce qu'on appelle de testing, hein, c'est-à-dire que envois Test de faux d'intrusion, ouais, mails, ok. voilà, de faux mails auprès des collaborateurs pour voir. Alors, le but, c'est pas de piéger les collaborateurs, mais de savoir la proportion des collaborateurs qui tombent dans le panneau pour pouvoir derrière mettre en place une politique de sensibilisation et de formation par rapport à tout ça. Le faire dans la durée, hein, refaire de façon régulière, ben, s'il voit si la politique porte ses fruits, si je dois adapter mon discours auprès des collaborateurs. Voilà, sachez que ManyBlack fait des audits gratuits aussi. Stéphane, je te laisse parler de tout Ouais, ça, de la documentation gouvernementale. ouais, donc pour aider les entreprises à se prémunir, donc il y a vraiment des choses toutes simples. On l'a vu hein, sur l'aspect humain, l'aspect mettre en place des procédures dans l'entreprise. Il y a des guides qui sont totalement gratuits, hein, qui sont le premier, c'est sur cybermalveillance.gouv.fr. Donc je vous invite vraiment à aller le consulter. On voit, ça explique qu'est-ce que c'est que la fraude, quels sont les différents scénarios d'attaque, et ça peut avoir du sens de sortir ces fiches-là et de les communiquer donc aux collaborateurs dans l'entreprise, de les faire passer, que chacun puisse le consulter pour vraiment s'imprégner, parce qu'on l'a dit, hein, c'est pas est-ce que je vais être touché par ce type de fraude, mais c'est quand. Il est clair qu'un utilisateur qui est préparé, ben, aura plus donc d'atouts dans son sac pour pouvoir frauder ce type de fraude. Donc on vous en a mis plusieurs. Il y a donc le guide donc cybermalveillance.gouv.fr. Il y a un guide de la Fédération française des banques, donc où il y a des réflexes de sécurité sur les ordres de virement, et ensuite un guide publié par l'ANSSI à destination des TPE, PME. Voilà, c'est la ressource qui permet d'être utilisée dans l'entreprise pour vraiment se prémunir, on l'a vu, hein, facilement hein, et gratuitement entre guillemets hein, via l'information du personnel, hein, le maillon faible qui est le risque humain. Donc, des moyens simples, des moyens un peu plus techniques. On l'a vu, Daniel a parlé des solutions banque populaire, mais ça doit exister dans d'autres établissements bancaires où vous avez des professionnels aussi, donc qui sont hors bancaire, mais qui font aussi, qui mettent en place des parades logicielles pour les entreprises. Donc là, ça a un coût, ça a un coût en équipement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup pour un chef d'entreprise de se pencher sur des solutions techniques parce que on a parlé de la trésorerie et la trésorerie c'est le sang de l'entreprise. Si demain j'ai 100, 200 000, 300 000 euros qui partent sèchement du compte, ben ça peut vraiment mettre en péril l'avenir de l'entreprise. Donc pourquoi pas investir dès aujourd'hui dans des solutions techniques assez simples à mettre en place et à utiliser et qui permettent de se prémunir contre ce type de fraude. Il y a autre chose aussi qui existe et qui s'est développé ces dernières années, c'est les assurances, c'est tout ce qui est risque assurantiel lié à la cybersécurité et à ce type de fraude. On n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette discussion, mais sachez que vous avez des acteurs aujourd'hui, des gros assureurs qui ils viennent aujourd'hui avec nous dans ce type de présentation parce qu'ils ont une offre aussi à proposer aux entreprises pour se prémunir sur ce type de risque. Merci Voilà, donc Stéphane, merci à tous. On va regarder il y a oui, quelques les questions là, questions. bonjour. Alors, question de Corinne. L'ouverture d'un mail à lui seul n'est jamais dangereux, c'est uniquement les pièces jointes. Alors,
on n'est pas des spécialistes informatiques, mais à mon Ouais. sens, l'ouverture d'un mail, non, c'est surtout la pièce jointe ou si je clique sur un lien qui est dans le mail. Stéphane, tu m'arrêtes si je dis une Ouais, ouais, c'est bêtise. ça, c'est exactement ça. Donc, vous allez avoir souvent des fichiers Word, PDF qui vont contenir du code malsain derrière. Vous avez l'impression, ça va être transparent pour vous. Vous allez cliquer dessus, vous allez voir une boîte de dialogue qui va s'afficher avec erreur ou des fois rien du tout. Et là, derrière, vous avez un logiciel qui s'est installé sur votre poste de travail. Si vous avez des antivirus à jour, des pare-feux, ce genre de choses, donc ça peut être détecté, mais parfois ça va être complètement transparent. Moi, j'ai dans mon entourage mon épouse là, qui travaille dans une grosse société. Où vous avez un salarié qui a ouvert un email et vous avez eu l'entreprise qui a été bloquée pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il n'y a eu plus de réseau dans l'entreprise, donc plus d'activité. Donc je vous dis pas les pertes théoriques pour l'entreprise. Donc ça va très vite. Et voilà, donc ça peut aller assez vite. Donc, mais l'affichage de l'email, il n'y a pas de code a Non. priori de risque à afficher l'email. De toute façon, on le voit dans les campagnes de testing, hein, c'est pas l'ouverture Ouais. du mail, c'est le clic sur la pièce jointe ou sur le lien qui est prévu dans le mail. Voilà. Aura-t-on le diaporama, Stéphane? Il y a Oui, prévu oui, quelque c'est chose? quelque chose Oui, que donc très je bien. vais laisser le diaporama à Stéphanie Noël que je remercie d'avoir organisé ce webinaire d'aujourd'hui et vous pourrez Hmm. le consulter ou elle vous fera passer. En tout cas, vous pourrez l'avoir à disposition. Autre question, en cas de prélèvement frauduleux, combien de temps a-t-on pour dénoncer et le rejeter? Merci. Alors, justement là, dans ce qu'on a parlé, c'est pas des prélèvements, parce que justement un prélèvement, on peut le rejeter, on peut faire opposition, c'est pas un problème. Là, c'est des virements. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. À ma connaissance, hein, un virement quand il part, ça se joue vraiment dans les minutes qui suivent pour pouvoir le bloquer. Donc là, le réflexe, c'est appeler sa banque, le service flux, son interlocuteur habituel ou le service flux si vous êtes en contact avec le service flux, pour C'est vrai, on n'en a pas qu'il, parlé, mais il voilà. faut appeler la banque, hein. On peut appeler la police, mais d'abord appeler la banque. Hmm. Parce que il y a une dizaine de minutes à peu près. Ça dépend des montants, ça dépend des pays. Hmm. Parfois, il y a des systèmes antifraude dans les banques qui vont bloquer. Parfois, ça embête nos clients, mais souvent, ça peut les aider à contrer les types de fraude. On va avoir des fonds qui vont être bloqués un certain temps en attendant, voilà, de voir si il Validation. n'y a pas eu une fraude. Ouais, effectivement. Mais je vous disais donc ça c'est vrai avec le virement SEPA ou les virements traditionnels d'aujourd'hui, mais on l'a vu hein, avec l'arrivée des virements instantanés. Alors, il y a des garde-fous pour l'instant, hein. Nous, banque, par exemple, on limite le virement instantané à je sais plus combien, 50 000 Je euros, crois que je c'est crois, je 50 sais plus. 000 euros, oui, Ouais, 50 000. 50 000 euros. Hmm. Bon, 50 000 euros, c'est déjà beaucoup, vous allez me dire. Ouais. Mais voilà, on met quelques garde-fous. Mais de même, peut-être que ça va se démocratiser, il y en aura de plus en plus, et ça va être plus compliqué d'aller rechercher les fonds. Mais aujourd'hui, on y arrive, hein, dans toutes les tentatives que je vous ai données, il y en a beaucoup, 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 ou même les fonds, lorsqu'ils ont été virés, on arrive à en récupérer, si c'est pas la totalité, une grande partie. Donc voilà, pour répondre concrètement, il faut vraiment être réactif, c'est dans les minutes qui suivent l'opération. Voilà, c'est pour ça que l'idéal, c'est de tout mettre en œuvre pour essayer de prévenir ce fraude plutôt que de guérir. Autre question, bonjour, les établissements bancaires nous couvrent-ils pour ce genre d'incident? Si oui, pour quel plafond? Alors là, vous parlez sûrement d'assurance peut-être. Donc, À partir du moment où le virement a été effectué avec le consentement de l'utilisateur en utilisant des moyens sécurisés, la banque entre guillemets n'est pas fautive et ne rembourse pas l'opération. Par contre, effectivement, derrière, s'il y a des systèmes d'assurance, il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais c'est plus la banque. La banque a respecté le bon vouloir du client. C'est un peu, mais alors, je pense que c'est plutôt un sens d'assurance. Alors, nous, à ma connaissance, Banque Populaire, on ne propose pas ce type d'assurance, mais je sais que de pas grands encore, groupes Daniel, mais à d'assurance, mon avis, pas encore, ça va ouais, arriver. ouais, ouais. Mais de grands groupes d'assurance le proposent, hein, parce qu'on a fait des conférences où les assureurs étaient présents et justement, ils proposaient ce type Oui. d'assurance donc pour couvrir ce risque. Et ce qui nous disait que c'était pas forcément plus coûteux que ça et ça pouvait éviter ce type de dégrément. Donc oui, des assureurs le proposent ça. Ouais, alors après attention, vous savez qu'il y a tout un tas de préalables à respecter dans l'entreprise. Il faut que Bien l'entreprise sûr. soit quand même il y a un niveau de protection suffisant. Enfin, tout ça, c'est dans les conditions générales de l'assurance et c'est à étudier. Mais oui, Mm. c'est vrai, on a été étonné avec Daniel des montants qui sont pas forcément très élevés pour une couverture de risque plutôt sympa. Ouais, tu as raison, ils doivent peut-être
demander à ce que Oui, oui, l'entreprise, oui. est-ce Bah, je qu'il pense qu'il faut faut avoir un anti-spamming, ben, c'est sûr, ouais, des c'est sûr. antivirus, Il faut pouvoir ce genre de justifier choses. type de fraude que tu as été à jour sur un certain nombre de choses. Mais après, c'est Mm. pas mon domaine, je, Mm. je peux pas dire. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai que la cellule cybersécurité de la gendarmerie avait préconisé des choses en cas de cyberattaque. Surtout si un jour vous êtes victime d'un ransomware, donc d'un rançongiciel, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive à s'introduire sur votre système d'information, sur vos serveurs et prend en otage vos données, surtout ne payez jamais. Voilà. Alors c'est pas facile, hein, il nous Oui. disait justement, parce qu'il y avait des entreprises qui avaient payé, parce qu'ils ont des fournisseurs à payer, ils ont des salariés à payer, mais surtout ne jamais le faire. Pourquoi? Parce que c'est très simple en fait. Si jamais vous payez, qu'est-ce qui se passe? Derrière, l'escroc va vous renvoyer une clé qui va vous permettre de déverrouiller, de déverrouiller le système, la base de données, d'avoir accès aux informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette clé aussi est verrouillée. Donc un mois plus tard, l'histoire va recommencer. Parce que Parce que si vous l'escroc, payez, qu'est-ce vous qu'il êtes va bon se dire? client et voilà. Voilà, Ouais. il va vous dire, Il va revenir s'il vers paye une vous. fois, il est capable de payer deux fois. Voilà. Donc c'est pas forcément évident, hein, mais le réflexe, allez voir la gendarmerie, portez plainte, voilà, tant pis, et ils vont faire le nécessaire pour mettre la main sur l'escroc et résoudre le problème. Autre question, certains fournisseurs proposent de voter pour eux par email via un lien afin d'alimenter un compteur d'avis positif pour eux. Y a-t-il un risque à cliquer sur ce type de lien? Ah, alors c'est pas que des Si c'est un vrai fournisseurs, c'est vrai que fournisseur, non. Si ouais, c'est un faux fournisseur, oui. Ça, c'est vrai qu'ils le font c'est, de plus en plus. ouais. Alors, Alors en le vote, général, c'est, vous l'avez eu au téléphone avant. Moi en général, ça me fait penser, je l'ai au téléphone, il me dit vous allez recevoir un lien, donc on est au courant. Je sais pas Stéphane si tu as eu alors, si t'as le eu de vote, retour c'est par rapport à simplement ça. un code qui est envoyé, donc c'est un code informatique qui est envoyé vraiment à la personne qui a envoyé l'email, soit sur le serveur de messagerie. Donc, si c'est si c'est un vrai fournisseur et que, donc là, il n'y a pas de souci. C'est comme si vous lui répondiez par email finalement. Si c'est un faux et que vous lui répondez à ce moment-là, il va savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil entre guillemets, et ça va lui permettre de dire ah ben c'est bon, cette adresse elle est bonne, ça Hmm. commence à mordre à l'hameçon et je vais aller plus loin. Ok, bon, je sais, hein, on devient tous parano, hein, mais je sais pas. Si vous l'avez eu au téléphone avant, pourquoi pas, comme disait Daniel, mais dans Hmm. le doute, je En fait, m'abstiens, hein. ouais, il vaut mieux s'abstenir. Après, il n'y a pas de réponse binaire, hein. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est pour de vrai? Voilà, est-ce que c'est vraiment pour de vrai ou pour de faux? Donc, faut s'en assurer en amont, j'ai envie de le dire. Les délais dans lesquels on peut rejeter un prélèvement. Alors, on était sur du virement, hein. La fraude, c'est du virement, c'est pas du prélèvement. Euh, Un son a- prélèvement, donc pour changer de sujet, le prélèvement c'est pas, tu peux le projeter jusqu'à comme, c'est super long, non? ouais, c'est en semaine, hein, je pense, un prélèvement, Ouais, c'est pas, me semble-t-il. Ouais. là c'est différent, vous avez été prélevé par fournisseur, Un prélèvement, enfin, je ne voudrais pas vous dire de bêtises vraiment, mais un prélèvement, combien de temps après il peut être rejeté? Je sais pas, au moins 15 jours, je dirais, quelque chose comme ça. au moins, hein. Ouais, c'est plus. On n'a pas la réponse exacte, mais moi je Non, dirais ouais, beaucoup, je voudrais pas vous dire de bêtises. plusieurs mois. D'accord. Voilà, à titre Ok. particulier, les prélèvements, je sais pas, des salles de sport ou Canal+, tu peux revenir, bon, peu D'accord. importe. Voilà, si vous Ok, avez d'autres tu as questions, battu n'hésitez pas. toutes les questions affichées. Bon, ben, on va, on va vous libérer, peut-être parce qu'on a un petit peu dépassé. Écoutez, nous, on a pris beaucoup de plaisir avec Daniel d'animer cette séquence. J'espère que ça vous a plu. Bon, je veux remercier donc Nathalie Brunet pour son introduction et Stéphanie Noël pour l'organisation de ce webinaire. Euh, voilà, ben, merci à tous. Daniel, peut-être un petit mot? Non, écoutez, c'était un plaisir aussi. Donc, on vous enverra le slide si besoin. N'hésitez pas aussi à informer vos clients si vous le souhaitez Oui, sur ce qu'on vient d'évoquer, hein. oui, oui. Voilà, plus ça se sait, et mieux on mettra un terme à ces fléaux, de tout ce qu'on a parlé, ce qui existe. Et on vous remercie à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.